Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous voir en ce 14 janvier 2026. Et nous allons, avec Benoît, vous dérouler une présentation d'une partie des enseignements sur lesquels nous avons abouti ces dernières années, ces derniers mois aussi. Et donc, on vous embarque pour 1h30 au total, 2 heures pour les plus motivés qui auraient des questions complémentaires. Vous êtes censés être 80 inscrits et inscrites ce soir. Donc, on va lancer, on ne va pas perdre trop de temps pour les personnes qui sont arrivées à l'heure. Merci pour vous, pour nous aussi, accessoirement. Et c'est parti. Donc, petite présentation en bonne et due forme au tout début pour savoir, pour les personnes qui ne nous connaissent pas du tout, et j'imagine qu'il doit y en avoir. On est ravis de vous voir ce soir. Peut-être que si vous ne nous connaissez pas, vous avez envie de savoir qui vous parle et pourquoi. Et donc, je commence par moi et Benoît prendra la suite. Donc, je m'appelle Anastasia Derep. Je fais de la recherche sur les enjeux écologiques et sociaux. Et je suis facilitatrice, formatrice. J'ai co-créé une entreprise qui s'appelle Essaim d'avenir. On est associés sur ce projet avec Benoît. Et on a tous les deux co-initié le programme Cosmogonia, qui est donc un laboratoire et qui fait de la vulgarisation sur les enjeux socio-écologiques. Et pour la petite anecdote, on a également été très investis, encore aujourd'hui en soi, mais on a été très investis historiquement auprès de la fresque du climat, ce qui a fait émerger de mon côté notamment l'initialisation du projet de la fresque du sexisme, qui reprend, mais sur d'autres thèmes. Et de mon côté, pendant que d'autres personnes se joignent encore au fil de l'eau, on a un parcours aussi assez proche, effectivement, au niveau de la sensibilisation, notamment avec la fresque du climat. Pour l'anecdote de nouveau, on a dû animer plus de 600 ateliers et formations, je pense, à tous les deux avec Anastasia depuis 2019, ce qui a donné aussi beaucoup d'élan pour le projet Cosmogonia. On va y revenir après, vous allez voir les liens. Et de mon côté, j'ai aussi co-créé un outil qui s'appelle le Puzzle Climat pour sensibiliser au travers le jeu sur les enjeux écologiques. Et donc, on voulait d'abord vous parler un petit peu d'un constat initial qui nous a mené à lancer le projet Cosmogonia avant de plonger dans les résultats en synthèse et avant de vous présenter tout ça. Il faut savoir qu'après avoir fait tous ces ateliers qui annoncent un petit peu les mauvaises nouvelles, qui présentent l'état du monde d'un point de vue scientifique, notamment via le rapport du GIEC, on avait une frustration grandissante, malgré le fait qu'on était très enthousiaste et c'était quand même une aventure humaine particulièrement dense ces dernières années. On avait quand même une frustration grandissante, Anastasia et moi, de rester à la surface de la sensibilisation, d'annoncer les mauvaises nouvelles et de ne pas plonger vraiment dans des choses transformatives. Et donc ça a nourri quand même une volonté d'aller un petit peu au-delà, de dépasser cette posture de sensibilisation qu'on a quand même beaucoup parcouru durant plusieurs années. Oui. Et on a eu envie de comprendre qu'est-ce qui met vraiment les gens en mouvement profondément, qu'est-ce qui les fait changer de mode de vie radicalement pour répondre à la criticité des enjeux. Et donc, c'est de là qu'est née la volonté d'aller creuser un petit peu ce que disait la science, ce que disaient les études sur le sujet de la transformation individuelle. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas énormément d'informations à disposition, qu'il y avait très peu d'études et il y avait des cadres théoriques assez peu développés sur ces sujets dans les littératures scientifiques. Ce qui nous a aussi mené à se dire, puisqu'on a du mal à comprendre comment les gens changent, qu'on avait, nous, cette frustration de voir que la formation, la sensibilisation était un ingrédient mais ne suffisait pas du tout, eh bien, on s'est dit, on va partir sur un terrain pour aller nous-mêmes récolter ces données et faire nous-mêmes en fait un travail de recherche pour avoir les réponses. Et donc, par ce manque de références, alors il existe un cadre théorique, on en parlera tout à l'heure, un cadre théorique autour des comportements pro-écologiques, qu'est-ce qui les favorise, mais comme le disait Benoît, pas de thématique de recherche autour des bascules écologiques, dont on vous donnera la définition tout à l'heure. Donc, on sillonne, en fait, on décide de proposer un cadre pour pouvoir permettre à la recherche de continuer à alimenter ce domaine. Donc, c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui. Et nous, on s'est lancé là-dedans parce qu'on manquait aussi de références sur ce qui mettait les gens en mouvement et de références aussi de personnes et d'organisations qui font. C'est un peu plus le cas aujourd'hui, mais là, on reparle de l'origine du projet il y a 3 ans. Et pour permettre de chacun et chacune se focaliser davantage sur les meilleurs leviers de transformation des personnes pour activer la mise en mouvement. Donc ça, c'est ce qui nous a guidés à l'origine du projet, c'est ce qui continue de nous guider aujourd'hui, même si les choses évoluent forcément aujourd'hui par rapport aux différents contextes, ça vous permet de savoir pourquoi on fait ça. Donc, on se remet en situation, on est en 2022 quand on démarre ce projet à ce moment-là. Et pour continuer un petit peu le constat global dans lequel on s'inscrit,
C'est clair qu'on vit un moment assez particulier aujourd'hui, que ce soit au niveau des enjeux écologiques, mais bien plus globalement, au niveau des enjeux sociétaux, un moment assez singulier. Il y a un sujet quand même autour d'une époque avec un ton assez grave, critique, des perspectives d'avenir qui sont de plus en plus difficiles et assez sombres à imaginer. L'économie se contracte énormément, notamment sur les enjeux écologiques, les enjeux aussi démocratiques. La démocratie recule fortement en Europe, dans le monde. La biodiversité décline à un rythme sans précédent. Donc, on est vraiment dans une situation assez délicate aujourd'hui, je dirais, dans notre époque. Donc, on s'inscrit, nous, dans cette histoire-là, pardon. Mais ce n'est pas de cette histoire-là dont on a envie de parler aujourd'hui. On a envie de vous parler d'autre chose, puisque cette histoire-là, vous l'entendez, je pense, malheureusement, trop souvent. On a envie de vous parler d'un mouvement planétaire engagé, d'une autre histoire. Et donc, on est allé à la rencontre de personnes qui font des choses chouettes un peu partout dans le monde. On a commencé par la France et ça nous a permis de nous réinspirer, de nous remettre aussi en mouvement, de nous remettre aussi en joie, en énergie, en espoir pour avoir de nouveau plus foi en notre capacité de nous concerner de ce sujet et d'en faire quelque chose de concret. Et donc, on va vous partager tout d'abord la définition de la bascule écologique que nous avons proposée dans la littérature scientifique et que nous continuons à alimenter aujourd'hui par les différents travaux. Mais tout d'abord, on aimerait vous poser la question. La bascule écologique, c'est quand même un gros terme. On ne l'utilise pas forcément partout. C'était usité dans le domaine militant, dans le domaine informel, mais pas dans la recherche scientifique du tout. Donc là, à vous les micros ou à vous les claviers, même si c'est moins rigolo, je vous laisse prendre la parole pour faire un simili-cadavre exquis et nous donner la définition ou quelques mots-clés que vous metteriez derrière ce que vous entendez par la bascule écologique. Ouais. Qu'est-ce que c'est pour vous ? Écrivez dans le chat, je pense qu'on est beaucoup, ou parlez dans le micro directement. Qu'est-ce qui vous vient en tête tout de suite quand on dit ce terme ? Qu'est-ce qui résonne ? On vous laisse une petite minute pour adresser tout ça. À quoi ça vous fait penser ? À la caserne bascule, oui. Donc la caserne bascule, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un écolieu à Joigny. Changement de comportement suite à une prise de conscience. Passer d'un côté vers un autre côté, un alignement, quand on décide d'agir, une prise de conscience, d'entrer dans un ou plusieurs engagements, se mettre en action, une conscientisation des premiers changements de comportement, l'avion, la viande. Donc on voit à la fois des sujets autour de l'alignement, des changements de comportement, bascule d'un état A vers un état B, ce que je lis un petit peu entre les lignes, une prise de conscience, un point de bascule en termes de sociologie, un nouveau système, le verbe shifter, pas mal de choses. Effectivement, c'est vraiment de ça dont on va parler, on va vous donner la définition juste après. Donc cette autre histoire qu'on veut adresser ce soir, celle qui vit avec la moins belle histoire qu'on vous a présentée en synthèse et qu'on voit tous les jours dans les médias. Il y a vraiment des choses qui se mettent en marche, qui se mettent en action et qui accélèrent, comme nous, on a eu la chance de connecter pendant 2, même 3 ans sur le terrain. C'est effectivement cette bascule écologique, on va vous donner la définition. C'est la suivante, on parle de la définition vraiment du cadre théorique scientifique qu'on a posé. Voilà de quoi on parle. On parle d'un changement de vie profond, conscient et intentionnel, dans lequel un individu décide d'aligner ses comportements, ses choix et ses modèles de vie avec les limites planétaires dans un esprit de justice sociale. Donc avec cette définition, on va bien au-delà des comportements, ça fait partie du périmètre, on va vraiment beaucoup plus loin, on va adresser des choses beaucoup plus profondes dans la vie des gens, de manière consciente et intentionnelle. On va en reparler un petit peu après. Donc déjà là-dessus, on aimerait savoir, en utilisant les fonctionnalités que propose l'outil ici, Google Meet, de nous dire si vous vous sentez concerné, clairement, par cette définition. Alors, je sais qu'elle est un peu c'est compliqué, donc il va falloir s'adapter. Et je vais vous inviter donc à y répondre à cette question. Est-ce que oui, clairement, vous vous sentez concerné par le sujet? Est-ce qu'on peut, partiellement, ou pas du tout? Il y a beaucoup de pouces. Il y a beaucoup de pouces. Et des personnes qui poussent plusieurs fois en plus, donc il y a beaucoup de clairement. Ça pousse. D'accord, donc il y a quand même une bonne partie, j'ai l'impression, effectivement, des participants qui sont concernés, partiellement ou complètement, par cette définition. Ça ne m'étonne pas trop d'après ce que vous nous avez dit. Donc on va plonger vraiment dans ce phénomène aujourd'hui. C'est le but de la restitution de la conférence, de vous restituer vraiment ce phénomène de bascule.
en parlant un petit peu du terrain dans un premier temps, mais surtout en parlant des résultats et en les mettant en couleurs et en images. Oui, alors nos intentions avec ce projet, on a voulu d'abord, pourquoi on a fait ça? Parce qu'on faisait de la sensibilisation, de la formation, la facilitation. À quel moment on a décidé et pourquoi on a décidé d'essayer la voie de la recherche et vous verrez plus tard où on en est aujourd'hui. Donc tout d'abord, on voulait contribuer à la recherche scientifique pour décrire un phénomène que nous, on considérait comme contemporain et qui, malgré nos recherches, n'avait pas encore été identifié ou décrit de la manière dont nous, on la voyait dans la littérature. Donc ça, c'est pour l'aspect purement scientifique. Ensuite, on voulait proposer aussi une nouvelle manière de faire de la recherche, parce qu'on n'est pas fait de la recherche académique, mais on ne voulait pas être si académique que ça. On pourra en parler à la fin de la conférence durant les questions si ça vous intéresse, mais vous verrez tout au long de la conférence, on vous explique un peu pourquoi on a fait différemment, et de manière incarnée. Nous-mêmes, nous sommes des personnes engagées qui avons vécu une certaine bascule, et donc ça ne nous paraissait absolument pas adapté de faire de la recherche rapide, classique, comme on pouvait le voir. Donc ensuite, on voulait aussi, et on veut toujours, ça c'est un point très important, dépasser les idées reçues, on pourrait dire sur les écolos, mais pas que, parce que ce que nous voyions à l'époque, c'était beaucoup plus contrasté, nuancé, avancé en termes de réflexion et de manière de faire que ce que les médias ou ce que certaines plateformes mainstream pouvaient diffuser. Donc, on avait besoin de s'ancrer dans de la recherche pour montrer, prouver ce que nous, on voyait par ailleurs. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a travaillé avec une équipe de recherche. Là, vous avez leur visage juste au-dessus. Ça, c'est l'équipe cœur de recherche. On travaille avec une équipe plus élargie sur des articles spécifiques, mais ça, c'est le cœur du réacteur concernant la recherche. Et ce sont ces personnes-ci. Donc, ensuite, on voulait propager les ingrédients. On fait un exemple ce soir, mais on voulait propager les ingrédients qui favorisent les bascules des personnes, vraiment et sincèrement, pour éviter de se disperser, nous, mais aussi d'autres personnes. Et ce soir, vous avez beaucoup poussé, certains ont moyennement poussé, mais il n'y a personne qui a mis un pouce vers le bas, donc ça veut dire qu'on est plutôt dans une audience de personnes engagées ou à minima sachantes sur ces sujets. Et donc, vous êtes les bienvenus parce que ça fait partie de notre audience principale sur ce format. Donc, les personnes engagées, ce type de format et les projets de recherche Cosmogonia est censé vous aider à vous situer, à vous jauger, à être capable de vous repérer dans votre propre engagement, de vous comparer à d'autres personnes et, on espère, vous sentir moins seul et un petit peu plus équipé dans une période compliquée. Et pour cette conférence, au-delà de Cosmogonia, ce soir, on va vous partager du coup les enseignements, une synthèse des enseignements et une partie des enseignements. Il faudrait beaucoup plus de temps pour vraiment tout restituer, mais on a essayé de faire ça de manière la plus synthétique possible. Vous nourrir et vous équiper, vous qui êtes pour la majorité d'entre vous des profils engagés, parfois même très engagés, pour vous apporter quelques réponses, vous apporter de la résonance avec vos propres parcours, vous apporter de la compréhension sur le mécanisme d'engagement, le parcours d'engagement et ce phénomène de bascule, et peut-être une boussole aussi dans vos propres parcours à vous, qui pourraient vous servir pour la suite. Et pourquoi pas vous embarquer aussi, vous aussi, dans la recherche engagée et soutenir le projet de différentes manières. On va démarrer, ça y est, Yes. L'introduction est quasiment terminée. On va commencer avec le terrain. Alors, la méthodologie, rapidement, parce qu'on ne va pas passer trop de temps dessus. Là, on voulait vous présenter les coulisses et également les questions phares, chapeaux qu'on posait aux personnes qu'on a rencontrées. On leur posait des questions sur leur modalité d'engagement, qui sont ces différentes personnes, comment elles vivent leur transformation, à quoi ressemble leur cheminement de vie, quelles sont les différentes étapes. Alors, on ne posait pas les questions frontalement comme ça, hein. Vous voyez, la trame de recherche est sur la gauche. On voulait vous montrer à quoi ressemblait le matériau de recherche, parce que potentiellement tout le monde n'est pas chercheur ici, et ça me paraît très bien légitime, et quels sont les ingrédients qui favorisent l'engagement. Toujours avec des questions subtiles, jamais frontales comme ça, mais c'est ce que ça vous permet de savoir qu'est-ce qu'on allait chercher par cette subtilité de trame de recherche. Et enfin, quels en sont les effets? Quels sont les effets de leur parcours d'engagement? À partir du moment où ces personnes se sont engagées pour les sujets écologiques, mais aussi sociaux, qu'est-ce qui a changé dans leur vie, positivement ou négativement? Pour ce faire, on a décidé d'avoir un projet un peu plus ambitieux que ce qui a été le cas initialement. On a décidé vraiment de partir, non pas seulement rencontrer des Français un peu partout en France et des Françaises, mais aussi en Europe et même jusqu'en Asie, même jusqu'au bout de l'Asie, puisqu'on est parti jusqu'au Japon pour vraiment collecter un maximum d'informations sur des parcours de bascule, pour rencontrer des pionniers et des pionnières dans une dizaine de pays.
qu'on a traversés et on a mené des interviews dans tous ces pays. On l'a fait sans avion, par mesure d'incarnation, aussi pour prendre le temps de pouvoir se connecter aux cultures, de prendre le temps dans les pays de faire des rencontres et de ne pas subir un rythme qui ne nous permettrait pas de connecter en profondeur comme ce dont on avait besoin pour ce projet. Ce qui nous a mené à collecter 150 récits de vie avec des personnes dans différents pays, qui ont différents métiers, qui ont différents parcours, différentes cultures. On peut prendre un exemple où on a rencontré Taner en bas, au milieu en Turquie, qui a lancé tout un programme de permaculture qui est pionnier sur ces sujets en Turquie. Il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de soutien encore sur ces sujets. Il a travaillé plus d'une quinzaine d'années dans l'ingénierie sismique en Turquie et il a fait sa bascule à ce niveau-là. Mais on a également rencontré Patrick, un ancien ambassadeur qui aujourd'hui s'est mis aussi également dans l'agroforesterie. Fiona, qui est une ancienne ingénieure également, qui s'est reconvertie en Chine. Voilà, on ne va pas lister tout le monde. On a des parcours vraiment particulièrement beaux et inspirants. Et on a pris le temps de rester parfois quelques heures, souvent quelques jours, parfois quelques semaines, dans un total de 389 jours d'immersion. Donc, on appelle ça de l'ethnographie dans la recherche, où on a des interviews directes, qualitatives très longues, donc des récits de vie qu'on collecte, mais on a aussi toute une immersion dans le lieu, dans l'organisation, dans les parties prenantes autour de la personne, pour comprendre vraiment tout ce qu'il y a entre les lignes, tout ce qu'on peut voir au travers de cette immersion qu'on ne peut pas voir dans l'interview. Concernant les personnes qu'on a interrogées, je voulais vous mentionner que quasiment toutes sont des personnes qui ont initié une organisation, une association, une entreprise, ont monté ou créé, initié un mouvement. Donc, c'est un élément à prendre en considération parce que ce sont des personnes qui, au-delà d'avoir fait une bascule, une transformation de vie importante, ont également une charge, une responsabilité et une capacité à entreprendre, au sens de faire les choses et à porter des initiatives très concrètement. Donc, vous verrez que ça influence aussi les résultats un petit peu plus tard. Et je voulais quand même donner d'autres types de profils parce que c'est un sujet qui revient fréquemment d'en savoir plus sur les personnes qu'on a interrogées. Je pense notamment à Bourak, qui est une personne qui est le leader du bio dans son pays et qui avant était un mandataire immobilier, donc absolument rien à voir, en Asie centrale, extrêmement intéressant. On a également une personne qui a créé de toutes pièces, qui a repris un ancien village dans le Yunnan et qui le fait en éco-construction totale avec différents acteurs à la fois locaux et internationaux. C'est hyper inspirant. C'est en Chine, le Yunnan. Ouais. On a également une personne qui est une enseignante et donc dans l'éducation nationale classique en France, qui est devenue par la suite fondatrice d'un tiers-lieu et aussi responsable d'une école de la transition. Donc c'est un grand chemin de bascule également, hyper inspirant. Mais on a aussi des profils un peu plus communs, et d'ailleurs certaines personnes se retrouveront ici, qui ont vécu une vie de conseil avant, donc travailler dans une entreprise de consulting, très concrètement, et qui sont depuis devenus des speakers sur les sujets énergie-climat. C'est ce type de bascule qu'on peut avoir. Donc tantôt des personnes qui sont très dans le service, d'autres personnes qui ont remis les mains dans la terre complètement. On a également des personnes qui ont créé des mouvements d'influence et de lobbying citoyen dans des pays comme le Vietnam, ce qui n'est pas facile. Et comme ça, vous avez une petite idée du type de profil que l'on cherchait et que l'on a rencontré. Donc, une grande diversité de profils rencontrés, avec des parcours tous singuliers, tous intéressants, passionnants. Et le gros travail qu'on a essayé de mener, c'est d'essayer de comprendre, en tirant les fils de ces parcours de vie, quel est le motif commun derrière. Est-ce qu'on retrouve un motif commun? Est-ce qu'une bascule est un phénomène générique? Est-ce que c'est un phénomène culturel associé à chaque pays? Est-ce que c'est un phénomène générationnel? Donc, toutes ces questions-là, on se les est posées. On a pris beaucoup de temps pour essayer de comprendre en codant, en analysant, en tirant un petit peu dans différents angles les données de recherche. Et on est parvenu à quelque chose qui ressemble comme ça pas à grand-chose, il me semble. Parce que si on le place hors contexte, ça fait un peu bizarre avec cette forme-là. Mais en fait, c'est un petit peu comme les constellations. Quand on regarde dans le ciel, des fois, on voit des choses, des fois pas. Nous, on a vu assez rapidement quelque chose. Et donc, évidemment, c'est un petit peu le nom du modèle, donc c'est assez facile à trouver. C'est le modèle des deux collines. On l'a appelé comme ça, puisqu'il représente en réalité deux collines. Une première colline sur la gauche que vous voyez, qui est une allégorie, en fait, pour dire qu'on va quitter un rapport au monde pour en embrasser un nouveau. On quitte une première colline pour rentrer dans cette deuxième colline qui est beaucoup plus haute, beaucoup plus complexe, et beaucoup plus belle, et on va le voir ensuite, beaucoup plus fournie et riche. Donc, le modèle des deux collines, c'est l'histoire, non pas seulement d'un changement comportemental, on l'a vu avec la définition de la bascule, c'est l'histoire d'un changement de son rapport à soi, de son rapport aux autres, et d'un rapport au monde, pour embrasser une toute autre identité. C'est exactement de ça dont on va parler, et ça ressemble à ça.
probablement certains et certaines d'entre vous l'ont déjà vu. Donc ça, c'est le modèle des deux collines, issu des résultats du terrain de recherche Cosmogonia de 3 ans et de tous les parcours de vie qu'on vous a présentés. C'est le motif commun, c'est le pattern, la tendance qui ressort derrière les parcours d'engagement. Tout le monde a sa singularité. Ça, c'était, on va dire, une grande moyenne qui permet de retirer un petit peu une compréhension fine des différentes étapes du parcours de bascule qu'on va vous présenter maintenant en détail, phase après phase. Donc ça, c'est la vision la plus synthétique qu'on a réussi à faire aboutir, parce qu'on a conscience que l'attention de chacun est comptée et qu'il nous fallait aussi quelque chose de fort visuel qui nous permette de donner envie de plonger dans davantage de détails. Donc c'est un exercice à part entière, vous imaginez bien, partir d'entretiens de recherche x 150 sur des documents Word et ensuite atterrir à des variables de recherche, donc qui sont ces fameux ingrédients, fois 250 ingrédients, déterminer ceux qui sont les plus prépondérants, les plus fréquents, à quel moment ils arrivent dans le parcours des personnes. Donc ça, c'est vraiment la fin de la fin de la fin, et que ça représente donc une partie des enseignements. Oui, tout le monde ne passe pas exactement par tous les points, par toutes les phases, mais en tout cas, vous allez voir que ça reprend quand même quelque chose d'assez générique, dans lequel vous allez sûrement vous retrouver en partie. On va adresser, pour plonger dans les phases, on va le faire en parlant de deux thèmes importants pour nous, qui sont les ingrédients et les effets. Alors, les ingrédients, c'est ce qui a joué un rôle important dans la vie des personnes qui s'engagent, qui basculent, qui leur ont permis d'avancer dans leur parcours. Quels ont été les ingrédients, les rencontres, les expériences, les contenus, les formations, les informations qui ont joué un rôle dans le fait de les faire avancer dans les deux collines. Et enfin, les effets, ce sont non pas les ingrédients qui les ont fait avancer, mais les effets dans la vie des gens, comment ils ont évolué, qu'est-ce qui a changé dans leur vie au fur et à mesure de leur engagement, au fur et à mesure du parcours dans les deux collines. Et en fonction du niveau, de l'endroit où on est dans les deux collines, ce ne sont pas forcément les mêmes effets qui arrivent. Et donc là, on va parler d'émotions, de ressentis, de comportements, de décisions, de renoncements, etc. Est-ce qu'on y va? C'est bon pour tout le monde? Eh bien, on démarre avec la première phase, qui est la phase qu'on a nommée sur le rail. Donc, c'est la toute première phase du modèle des deux collines, où ici, les modèles de vie suivent des modèles de réussite classiques, on va dire, une certaine norme, où les individus tracent leur route dans une forme de conformisme, sans vraiment remettre en cause, même parfois sans vraiment avoir choisi cette trajectoire, qui les mène dans une trajectoire de réussite classique où ils vont faire parfois des études, parfois rentrer dans un certain cadre professionnel, parfois suivre une certaine forme, un mode de vie. Et donc tout ça, c'est vraiment une forme de conformisme que les personnes n'ont pas vraiment eu le choix souvent de mettre en place. Et ce qui mène à un premier passage clé dans le modèle des deux collines, qui est un premier, on peut l'appeler un déclic, en tout cas, c'est un moment où la sensation de décalage arrive, où un malaise intérieur se forme, une remise en question du mode de vie, de ce conformisme dont on parlait, qui parfois peut arriver de manière brutale, mais très souvent et majoritairement arrive plutôt de manière diffuse, inconfortable, et parfois peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Ce n'est pas forcément un déclic unique comme on peut l'imaginer. Ça peut arriver, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, on va retrouver différents ingrédients et différents effets qu'on va vous présenter, qui seront suivis par des verbatims, donc des passages d'interview qu'on a menés. Dans la phase 1 sur le rail et avec l'événement du malaise, on retrouve différents ingrédients que vous voyez ici, qu'on vous a classés par de gauche à gauche quasi systématique. C'est ce qu'on retrouve le plus souvent dans les interviews, jusqu'à des choses récurrentes qui arrivent une fois sur 3, on va dire, tout à droite. Le besoin d'alignement et le sens, c'est vraiment quelque chose qui revient quasiment tout le temps. Le malaise génère un sentiment de besoin d'alignement et un besoin de retrouver du sens. Donc, quelque chose qui ne va pas, il faut changer, il faut se décaler, il faut changer de position dans sa vie. Une sensibilité sociale très forte, ça, on a été un peu surpris aussi dans le voyage de se rendre compte et dans les rencontres que les enjeux écologiques, l'engagement écologique a quasiment systématiquement une racine d'engagement social et qui est très importante, qui est vraiment un pilier pour l'engagement écologique. Ce qu'on retrouve également, c'est des expériences de voyage, pas forcément à l'autre bout du monde très loin, mais des expériences où on va sortir de sa norme pour voir une altérité. Des claques de conscience, là on peut voir des choses un peu plus directes, violentes, saisissantes qui peuvent arriver, des chocs, des rejets d'un certain système, rejet d'un monde dans lequel on n'a pas envie de contribuer. Ça peut être également violent à ce niveau-là. Pour les personnes qui ont été parents, qui deviennent parents, c'est quasiment systématique pour ces personnes-là d'avoir un choc aussi, un rapport à l'avenir, un rapport au temps, un rapport au futur, un rapport à la responsabilité qui va mener aussi à des changements structurels assez forts. Et aussi, ce qu'on peut aussi catégoriser comme une racine, l'éducation familiale joue un rôle aussi assez fort
des personnes qui ont eu des parents ou qui ont eu un environnement qui leur ont permis de se poser des questions, d'être engagés, d'avoir un rapport aussi à l'autre plus intime, plus social. Ça joue un rôle aussi assez fort dans le cheminement. Donc, très concrètement, en grille de lecture sur ces différentes vignettes, pour que ce soit reconnecté au terrain et que vous compreniez comment on a sorti ces éléments. Donc ça, c'est ce que nous, on appelle des variables. De manière plus vulgarisée, on a décidé de les appeler des ingrédients, d'où la question des ingrédients qui favorisent l'engagement et les bascules écologiques. Et donc, tout ça, c'est encore une fois la résultante la plus synthétique et celle qui revient le plus souvent dans les entretiens que l'on a analysés. Donc, des milliers de pages de retranscription des entretiens qu'on a menés, qu'est-ce qui est revenu de manière récurrente ou quasi systématique. Donc, si une personne nous parle de l'impact de son grand voyage dans les Pyrénées durant 3 mois, 3 semaines en autonomie, et que ça a eu un effet transformatif extrêmement fort chez cette personne, on va le coder sous voyage. Et tout ça, c'est arrivé au fur et à mesure. On n'a pas déterminé toutes les variables en amont de ce projet de recherche, on les a déterminées au fur et à mesure des entretiens et de l'analyse. Ça, c'est un format de recherche qu'on appelle inductif, plutôt que déductif, où on va tout décider en amont et on va voir ce que valident les personnes. Nous, on a fait l'inverse, c'est un travail exploratoire. Ouais, on pourra en rediscuter si vous avez des questions sur la méthodologie inductive qui permet par l'exploratoire de laisser les personnes choisir les ingrédients et non pas d'arriver avec des choses à cocher qu'on a préétablies. C'est deux méthodes très différentes. Et pour arriver sur les effets, qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens dans cette première phase sur le rail et le malaise? Donc, c'est un mal-être, une anxiété, souvent une éco-anxiété qui arrive et parfois une crise existentielle qui peut être plus violente. Donc, ce sont des effets plutôt négatifs. C'est assez difficile comme période, comme étape. Et on va vous donner maintenant des verbatims, 3 verbatims, donc 3 passages d'interview qui représentent cette phase, qui sont d'ailleurs associés à une variable, vous allez voir. Donc, le premier verbatim que je vais vous lire, c'est sur la variable du mal-être et de la souffrance. J'ouvre les guillemets d'une personne qui nous raconte « salle de bain, miroir, et puis là, j'exprime à haute voix, ça ne va pas. Tout d'un coup, je réalise que je vais extrêmement mal. Je conscientise que ça fait 8 ans que je suis en train de développer une terreur, que je refoule autant que possible. Et là, à ce moment-là, devant ma glace, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. » Donc là, on a le cas de quelqu'un qui a vraiment un déclic fort et une prise de conscience qui va mener à une décision, une action derrière, que vous allez voir dans le modèle. Deuxième verbatim, sur la crise existentielle. J'ouvre les guillemets. Je me suis aussi visualisé dans 30 ou 40 ans. J'ai eu l'image de mon décès et mon frère lisait un discours à mon enterrement. Il disait, en 40 ans, il a été un super entrepreneur de la tech, il a vendu un super logiciel de B2B SaaS qui a permis à des entreprises de réduire leur temps de gestion. Alors qu'en fait, on vit aux prémices d'une des pires histoires de l'humanité. C'était un petit peu le genre d'électrochoc qui m'a fait dire que ce n'est plus possible. Il faut me bouger le cul et le reste de ma vie, je vais essayer à mon petit niveau de contribuer au changement. Donc là, c'est assez fort aussi comme moment de vie. Et ce malaise se représente très bien là. Et enfin, plutôt sur la variable qu'on a appelée choc, dégoût ou rejet, une personne qui nous racontait que tous les matins, je passais à pied devant l'A86 bouché tous les jours, 4 rangées de voitures avec des gens seuls dans leur voiture. Ça m'a vraiment fait un effet fort où je me suis dit, je collabore à un truc de merde. Je collabore, c'est le mot vraiment. Ce n'est pas possible, il faut que j'arrête. Donc vous voyez ce que peut représenter le malaise et ce moment où on va arriver au sommet de cette première colline et on va avoir l'obligation, on va sentir le besoin de descendre cette colline pour aller embrasser quelque chose d'autre qu'on va vous présenter dans cette phase 2 de questionnement. Donc là, on vous fait vivre en tout petit, bien sûr, l'illustration des récits de vie des personnes, donc par des petits morceaux qu'on vous propose ça et là, qui nous ont marqués aussi. Et donc, ça vous donne aussi les coulisses de comment a fonctionné la recherche et la méthodologie sur ce projet. Et les labels que vous voyez à chaque fois en haut des verbatims, c'est une partie du codage. Parfois, un verbatim a été codé sur différents ingrédients et il peut se retrouver à différents endroits. Peut-être qu'on peut vous proposer à chaque phase, est-ce que ça vous parle, vous, dans votre parcours, de mettre un pouce pour qu'on puisse voir s'il y a des échos et des résonances qui se passent? Est-ce que vous pouvez mettre un pouce si cette phase vous parle? Sachant que, comme on l'a dit au début, tout le monde n'est pas dans toutes les phases à 100%. Donc, vraiment, il faut… Ok, donc il y a quand même pas mal de pouces sur cette première phase. Sur le malaise. Merci. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il se passe un malaise, ça peut arriver très tôt, ça peut être latent, ça peut arriver un peu plus tard, mais à un moment donné,
pour les personnes qu'on a interrogées, qui sont des personnes qui se sont mises en mouvement, je le rappelle, c'est important, qu'est-ce qui se passe chez elles? Eh bien, elles rentrent dans une grande phase de questionnement, qui est toujours un peu difficile, on va le voir dans les effets dans quelques instants, et donc ces questionnements vont mener à différentes prises de conscience. La personne, elle va se confronter à ses habitudes, ses comportements, ses croyances, ses proches aussi. C'est une période qui est parfois, voire souvent difficile, et qui est encore le tout début du chemin. Donc cette personne va faire face à plusieurs choses. Déjà, le vertige face au réalisme, face aux enjeux. Donc, comment ça se passe? Quels sont les chiffres qui importent dans cette prise de conscience écologique, mais aussi sociale? Tout à l'heure, Benoît, vous partagez que le sujet social est en réalité un déterminant en fait, dans le parcours des personnes. Souvent, il arrive même avant même l'engagement écologique des personnes. Et plus tard, la prise de conscience écologique arrive. Donc ici, on relie les deux dans ce réalisme et on va tenter un certain nombre de choses pour amenuire le malaise et faire en sorte d'avancer. On va expérimenter différents ingrédients. Donc on a en quasi systématique, donc la quasi-intégralité des personnes que l'on a vues et interrogées nous partagent qu'elles ont pu monter en compétences. Là-dedans, on a des bouquins, des MOOC, des vidéos, des conférences, tout un tas de choses comme ça, des ateliers aussi, évidemment, s'ajoutent. Les personnes expérimentent, et on l'a mis en ingrédient, un besoin d'alignement et de sens. Ça devient urgent, c'est une question répétitive, ça boucle dans la tête des personnes, elles en parlent, à qui veut bien l'entendre et écouter. Et donc, c'est un sujet hyper important. Ça, on vous en parle aussi parce que ce sont des ingrédients qu'on espère que vous pourrez mobiliser par la suite. Comment activer aux différentes étapes du parcours des personnes, quand vous en avez l'énergie, l'élan et la disponibilité, comment vous réussissez à activer ces ingrédients auprès des personnes qui sont au bon moment du parcours. En fréquent, la moitié des personnes ont été confrontées à des idées. L'illustration montre bien ce que ça veut dire. C'est que parfois, c'est difficile cette confrontation à des idées. Les proches ne sont pas toujours enclins à venir les accueillir. Et on vient aussi se tester sur des nouveaux discours qu'on a entendus, qu'on retransmet. C'est une phase de restitution et de confrontation. On a aussi une rencontre ou une confrontation avec des personnes inspirantes à ce moment-là. Ça peut être des personnes que l'on connaît ou des personnes que l'on ne connaît pas du tout. Donc, ça peut être des idoles, des speakers, des speakerines, des personnes qui sont connues, qui ont eu un impact fort chez les personnes qui ont basculé, qui se sont engagées. Ensuite, on a les références culturelles et médiatiques qui sont en lien aussi avec la montée en compétences. Mais là, très concrètement, ce ne sont plus que des médias ou des bouquins qui interviennent. D'ailleurs, c'est assez marrant de constater qu'on a un top 5 des références culturelles qui reviennent, on y revient. Il y a aussi certains documentaires à ce moment-là. Certains documentaires. On peut citer par exemple Demain ou les bouquins de Pierre Rabhi, et pas qu'en France, même à l'international, ces deux références sont extrêmement fréquentes. Ensuite, on a la mise en place d'une béquille professionnelle. Donc ça, c'est le meilleur terme que l'on ait trouvé pour dire on va faire tous les RTT solidaires de notre entreprise, on va s'engager dans la communauté écolo de notre boîte, on va commencer à négocier du temps partiel ou un petit peu moins de temps de travail pour avoir le vendredi de libre. Donc, c'est ce qu'on a mis sous la grande catégorie de la béquille professionnelle. Et vous voyez que c'est quand même assez fréquent. Oui, c'est aussi, on va essayer de trouver des missions qui correspondent plus à ce qu'on a envie de traiter comme sujet. On va se positionner autrement dans les projets en interne. Et en tout cas, on va pouvoir revendiquer des choses de plus en plus présentes en interne dans l'entreprise. On va apporter des sujets à la machine à café, dans les discussions le midi, sur des sujets écologiques. Voilà. Donc, de plus en plus de place, en tout cas, sur ces sujets au taf. Dans cette phase de questionnement, donc c'est encore très tôt dans le parcours de bascule des personnes, vous l'avez sûrement vécu, les personnes qui ont poussé tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans la vie des personnes? Quels sont les effets à cette phase chez les individus? Quasiment pour tout le monde, on vit une dissonance terrible. On vous a dit tout à l'heure que c'était pas facile. Donc la dissonance, elle peut être professionnelle, bien sûr, c'est ce qu'on comprend le plus fréquemment. On a aussi de la dissonance familiale ou amicale, donc avec ses proches en général. On a une évolution aussi de la pensée des personnes. Donc, vous parlez tout à l'heure du fait que des idées reçues, des croyances, des modes de faire, des comportements s'étioler ou évoluer. Donc là, on est complètement là-dedans. C'est les comportements et le fait de penser ses propres comportements. Qu'est-ce que je faisais avant ou qu'est-ce que je pensais avant qui devient différent? Et ça vient se lier, vous vous souvenez, juste avant, à la confrontation aux idées.
On vit toujours de l'éco-anxiété, on se la traîne encore à cette étape. Elle ne devient jamais inexistante, mais en tout cas, on voit bien que c'est à la fois un effet et un moteur qu'il ne faut pas sous-estimer, et on le vit encore dans cette phase. On commence à déconstruire des croyances qui sont très fortes, c'est un peu redondant, et un sentiment de solitude. Et c'est là aussi qu'on a potentiellement un espace d'action en tant que personne sensibilisée, sachante ou un peu plus avancée pour accompagner ces personnes, encore une fois, dans la limite de notre disponibilité sociale et émotionnelle, bien sûr, mais c'est important de se dire que ces personnes pourraient aller mieux et plus vite dans leur parcours d'engagement si elles ne se sentaient pas aussi seules. Donc, pour illustrer ça, on vous a sélectionné encore 3 phrasés qui nous ont été partagés dans différents entretiens. Le premier vient illustrer la conscience de la criticité, donc le vertige face aux enjeux. Je vous le cite, « Vraiment, il y a eu un point de non-retour. Plus j'avais accès à de l'information, plus c'était impossible pour moi de faire comme si rien n'était et de reprendre des mauvaises habitudes. C'était critique. » Pour illustrer cette fois la solitude, il n'y avait personne d'autre qui portait ce type de sujet. Au bureau, c'est un théâtre de posture. On doit tous montrer qu'on est extrêmement fort. Il n'y a pas de place pour la faiblesse. Pas la seule personne à nous avoir partagé ça. Hein. Et enfin, un autre verbatim pour illustrer la dissonance focalisée sur l'environnement pro. À ce moment-là, je suis toujours dans mon boulot, mais ça commence à devenir compliqué de concilier les deux, l'engagement et le professionnel. J'avais des grosses équipes, il fallait que je les motive, que je les inspire. Je commençais à raconter des histoires auxquelles je ne croyais plus. Donc là, on voit bien sur quoi on peut essayer d'agir quand on a des collègues ou des amis ou des proches en général qui commencent à expérimenter ce genre de choses. On va pouvoir passer à la prochaine étape. Pour les questions dans le chat, on va y répondre plutôt à la fin. On aura un long temps d'échange à ce niveau-là, donc vous pouvez les mettre de côté. Ça serait super aidant pour nous, on en parlera tout à l'heure. Et donc, ce verbatim-là ouvre parfaitement la prochaine étape, puisque là, on voit que la personne dit qu'elle raconte des histoires auxquelles elle ne croit plus. Donc, la dissonance est tellement forte qu'il n'est plus possible de rester, si je reprends l'allégorie des collines, au milieu de cette vallée, au fond du trou de cette vallée entre les deux collines. Et il y a besoin de se remettre en mouvement, il y a besoin d'embrasser quelque chose de nouveau. Et donc, c'est la phase d'exploration, la troisième phase, qui est la phase probablement la plus puissante, la plus intense et la plus importante à ce moment-là, puisque c'est une phase qui s'ouvre, qui est extrêmement dynamique, nouvelle, proactive, d'expérimentation, et qui permet d'atteindre un autre passage clé, qui est le milieu vraiment du modèle, qui est le passage qui est vraiment important dans les deux collines, c'est le nouveau soi. Donc, c'est le changement identitaire. C'est le fait de développer une nouvelle identité, une personne quasi nouvelle vraiment sur son socle de valeurs, sur son cercle social, sur sa manière de percevoir l'avenir, ce qui est important. On voit beaucoup de choses qui émergent à ce moment-là. Et donc, on va en parler un petit peu avec les ingrédients et les effets. Mais en tout cas, cette phase d'exploration, il faut l'imaginer comme le fait de monter une nouvelle montagne. Et donc, pour y arriver, il faut un sac à dos avec tout ce qu'il faut en termes de nourriture. Il faut aussi une équipe qui nous aide à monter une cordée. Il y a plein d'allégories qu'on peut tirer. Mais cette colline-là est vraiment importante de monter, puisque dès qu'on atteint le nouveau soi, dans ce qu'on a observé, nous, dans les parcours de vie, il n'y a pas de retour en arrière. Une fois qu'on a arrivé à marquer ça et qu'on a réussi à monter suffisamment haut sur cette deuxième colline, il n'y a pas de retour en arrière. On verra qu'il y a évidemment des effets cycliques, mais il n'y a pas de retour en arrière drastique. Donc, les ingrédients qu'on retrouve dans cette phase d'exploration, après avoir ressenti ce malaise, vécu ce réalisme face aux enjeux, eh bien, on retrouve des choses évidemment plus positives, puisque là, c'est sur une phase beaucoup plus dynamique et proactive. On retrouve des choses importantes. Donc, qu'est-ce qui permet aux gens d'avancer vers le nouveau soi? Il y a un sujet financier évident. Donc, la sécurité financière va jouer un rôle important pour permettre aux gens d'accéder au nouveau soi, d'avoir l'énergie suffisante et les moyens suffisants pour avancer sur cette colline. Le temps libre revient comme quelque chose de fondamental. C'est vraiment un ingrédient catalyseur de pouvoir permettre d'avoir du temps libre. Alors, dans le temps libre, on entend la capacité de pouvoir aller vivre ce qu'on voit juste à droite, un terrain d'expérimentation, d'aller rencontrer des nouvelles personnes, d'aller se confronter à des nouvelles idées, d'aller confronter nos idées à d'autres personnes, d'aller vivre des immersions dans des alternatives. Vraiment, le temps libre va avoir un effet essentiel à ce moment-là. C'est quasi systématique. Les personnes qui ont pu vivre vraiment et embrasser cette bascule de cette seconde colline ont dû avoir un moment, un espace pour le vivre, un temps. Donc, soit c'est effectivement lié à un enjeu professionnel où on passe à temps partiel, soit c'est le Covid qui a forcé un petit peu tout le monde à ralentir et qui a permis à certaines personnes de justement vivre ce pas de côté.
Soit c'est parfois des problèmes de santé, puisqu'on a été trop loin justement dans la vallée, dans le down parfois qui mène à ça. Donc le temps libre a été vraiment quelque chose d'assez évident pour nous lors des entretiens. On retrouve fréquemment comme ingrédient pour avancer sur cette troisième phase d'exploration, c'est l'apprentissage par les pairs. Ce qu'on entend par ce terme, c'est au-delà d'une personne inspirante qu'on connaît souvent peu ou de loin. Là, on parle vraiment des collègues, des amis, des gens qui ont notre âge, ou qui ont fait à peu près nos études, qui sont dans les mêmes écosystèmes, qui sont nos voisins ou qui nous ressemblent à différents égards, mais qui sont un peu plus loin, qui ont été un peu plus loin dans l'engagement, qui ont fait une action en plus, qui ont eu un renoncement, et qui sont proches de nous, mais un petit peu plus loin, c'est nous dans 3, 4, 6 mois, quoi. Et donc, je peux me raccrocher à cette personne et je peux voir un petit peu ce que je peux devenir dans pas longtemps si je suis ses traces. Et donc, ces personnes-là ont un rôle fondamental dans l'esprit de cordée. Ce n'est pas forcément la personne qui est tout en haut de l'escalier qui va nous permettre de le monter, mais c'est vraiment la personne qui est sur 1, 2, 3 marches au-dessus et qui m'aide à le monter en me donnant l'exemple. Donc, l'apprentissage par les pairs est extrêmement important dans ce qu'on a observé sur le terrain. L'esprit communautaire, faire partie d'une communauté, ne pas être seul justement pour combler la solitude qu'on a vue avant. Ça rejoint les pairs, mais avoir vraiment une communauté qui s'entraide, qui nous donne de l'espoir, qui nous donne envie, qui nous reconnaît dans notre nouvelle identité, c'est très important. Et un autre élément important, c'est le binôme. Souvent, les personnes, en tout cas qui ont entrepris, encore une fois, on a vu des profils qui ont été très loin dans l'engagement et qui ont lancé des initiatives et qui ont porté des charges aussi là-dessus. Ils ont eu besoin d'un binôme ou ils ont nécessité des expériences de binôme pour porter ça, pour porter cette bascule et pour passer ce cap du nouveau soi, pour avoir un effet miroir, un confident, quelqu'un qui va vous aider vraiment à avancer. Ça peut être aussi un coach, un mentor ou autre. Et les personnes qui n'ont pas eu de binôme, par elles-mêmes, souvent nous ont dit que ça leur en manquait. Donc, c'est un sujet important, le binôme, à ce niveau-là. Et enfin, l'éco-anxiété revient, cette fois non plus comme un ingrédient qui va nous mettre dans une situation de down et nous faire descendre la première colline, mais plutôt un ingrédient qui va nous donner de l'énergie pour se dire cette frustration profonde, cette anxiété, en tout cas cette lucidité, peut-être on peut l'appeler davantage éco-lucidité, nous donne de l'énergie pour avancer. Et donc, l'éco-anxiété joue des deux côtés, à la fois comme un ingrédient et comme un effet sur plusieurs phases. Qu'est-ce qu'on obtient comme effet dans cette phase d'exploration? Là, il y en a énormément. On retrouve un changement de pensée qui se matérialise beaucoup plus. On retrouve évidemment non plus un besoin d'alignement, mais un alignement et du sens. Donc forcément plus de liberté, un sentiment de joie très fort, un sentiment d'enthousiasme, un sentiment d'avoir enfin trouvé sa place. Donc ça, c'est très, très marqué. Évidemment, on retrouve aussi une évolution du cercle social, puisque pour pouvoir embrasser cette nouvelle identité, pour pouvoir l'atteindre, on va avoir besoin de s'entourer de personnes pour qui ça résonne, ces sujets, qui nous ressemblent un petit peu. Et donc, ça marque également une évolution du cercle positivement, mais aussi des ruptures parfois, de la difficulté avec le cercle historique. Je pense que ça doit pouvoir vous parler, ce sujet-là. Pas de retour en arrière, on en a parlé. Une meilleure connaissance de soi, une meilleure confiance en soi également, qui naît à ce moment-là, qui est liée à l'alignement, hein, on l'a dit, et à la joie. Des comportements pro-écologiques qui se manifestent, évidemment, c'est là où on renonce de plus en plus à des choses, qu'on essaie d'incarner, des comportements qu'on sait nécessaires par rapport à la vision du monde qui s'est développée. Une meilleure santé, un bien-être qui peut se matérialiser parfois aussi dans le corps, qui est vraiment marqué. Un changement de travail, souvent à ce niveau-là, qui intervient. Ou alors un changement de posture et de rôle dans son travail. Mais souvent, c'est vraiment un changement de travail drastique qui arrive à ce moment-là. Parfois, un changement aussi du rapport au travail, on y reviendra après. Et enfin, j'en ai parlé, mais le fait de se sentir utile, de trouver sa place, qui rejoint le sujet de la liberté et de la joie. Quelques verbatims avant de vous poser la question si ça vous parle, pour terminer cette phase d'exploration. Pour le changement de pensée, une personne qui nous a dit « Ça m'a fait évoluer intellectuellement parce que j'ai creusé le sujet, j'ai écrit sur le sujet, j'ai rencontré du monde, ça m'a donné une meilleure compréhension du monde et ça m'a fait évoluer aussi dans l'affirmation de moi et de mes opinions. » Donc là, on voit vraiment l'évolution identitaire par l'action, la proactivité, par l'entrepreneuriat aussi, on pourra en reparler, qui se manifeste. Un autre verbatim sur l'alignement et le sens. C'est vraiment une sensation de renaissance. J'ai l'impression que j'ai une vie infiniment plus riche parce qu'on parle vrai, c'est bien plus reposant. Je ne suis plus en train d'essayer de faire semblant d'être, je suis. Encore une fois, une matérialisation très forte de la nouvelle identité qui s'affirme et de la liberté que ça offre. Enfin, la communauté, face à toute cette angoisse, pouvoir avoir des endroits où on a le droit de dire ça, de parler de ça, de pouvoir transmettre avec des gens de confiance qui partagent les constats, ça fait du bien. Avant de passer sur la prochaine phase, est-ce que ça vous parle, cette phase d'exploration, les effets, les ingrédients? Est-ce que vous pouvez mettre un pouce pour les personnes qui se retrouvent, pour qui ça résonne?
Il y a une pluie de pouces. Ok. On va en reparler après, évidemment, et on sera preneur de vos retours. On en reparlera tout à l'heure sur la manière de collecter aussi vos ressentis. On passe à la quatrième phase. On va accélérer un petit peu pour Oui. clôturer. Ensuite, on arrive donc à cette phase qui a cranté le nouveau soi. Donc, a priori, pas ou peu de retour en arrière. On va avoir des ajustements, mais un peu plus tard. Donc, c'est une phase qui est très intéressante et elle peut être plus ou moins longue en fonction des personnes et différents parcours. C'est un nouvel ancrage identitaire et là, les personnes se testent, expérimentent, sont dans une phase d'incarnation, parfois de surincarnation, à vouloir tout tenter, tout tester. Peut-être que vous avez vécu ça aussi. On l'a un peu vécu, expérimenté, donc c'était marrant de le découvrir ailleurs en France, mais aussi ailleurs dans le monde. On a l'occasion dans cette phase de faire des choix différents, de faire aussi des renoncements. On fait évoluer, donc c'est là qu'on vient parler notamment de comportements pro-écologiques, c'est là qu'ils se mettent en œuvre, c'est là qu'ils s'ancrent dans les trajectoires de vie des personnes. Et c'est une partie de la transformation qui s'est opérée dans le parcours des individus. Donc leur vie, personne, est assez différente de celle d'avant, arrivée à ce stade-là. Et globalement, il n'y a pas de retour sur la phase de pré-malaise dans la vie des personnes. Donc, forcément, on a des personnes qui essayent de s'aligner un maximum possible, qui mettent en œuvre un maximum de choses, qui changent leur comportement, qui ont changé leur environnement social et qui, vu l'audience ici, qui est singulière, ce sont des personnes qui ont majoritairement, pas toutes les personnes, mais majoritairement créé des initiatives ou qui portent aujourd'hui des initiatives avec des degrés de puissance très différents. Mais quand même, donc, ces personnes, dans leur parcours, expérimentent un surengagement. Donc, le surengagement qui peut être un trop-plein aussi. On peut appeler ça un surengagement militant, un burn-out, peu importe. Mais en tout cas, dans l'audience des personnes qui ont créé des initiatives engagées, on le vit quasiment tout le temps. Je précise que le burn-out est une manière extrême du surengagement. La surcharge est un niveau intermédiaire et le surengagement n'est pas obligé de se manifester de manière extrêmement souffrante. Mais en tout cas, il y a un ressentiment et il y a une prise de conscience d'un surengagement, d'une nécessité de nouveau de changer. Et donc, qu'est-ce qui se retrouve ici? Quels sont les ingrédients qui se mettent en œuvre dans la vie des personnes à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elles vivent? Il y a un engagement associatif. Donc là, on a mis plus de 75%, mais en réalité, engagement associatif, c'est plus de 90%. C'est énorme. Les personnes expérimentent aussi, sous-entendu que cet engagement associatif a été précisé dans l'entretien comme quelque chose de très important dans la vie des personnes, dans leur engagement. C'est pour ça qu'on vous le mentionne aussi. Je précise juste le point associatif, dans le cadre de France ou de l'Europe, où c'est un modèle qui est quand même assez répandu, surtout en France. Dans d'autres pays, ce ne sont pas des associations, mais en tout cas, quand on dit associatif, nous, on entend aussi un engagement bénévole pour une cause collective qui passe par des formats comme l'association en France, mais parfois, c'est sous d'autres formes. Je précise puisque le terme associatif est quand même très français. Dit concrètement, dans certains pays, le format associatif est interdit. Donc, ce n'est pas forcément une association. C'est pour ça qu'on on a décidé de réutiliser un peu plus l'entrepreneuriat étant émancipé de la logique business. C'est simplement des personnes qui entreprennent, qui font, qui guident, qui proposent. Donc, l'esprit entreprenant et la vie collective. Dans la vie collective, dans cet ingrédient, on a plein de choses possibles. On a des personnes qui commencent à vivre dans des éco-colocations, dans des tiers-lieux, des écolieux, mais on a aussi plus simplement des personnes qui ont, pour la première fois dans leur vie, expérimenter un stage, une formation, une retraite, quelque chose qui fait que ces personnes ne sont plus toutes seules à vivre chez elles, mais durant un temps imparti plus ou moins long, elles vont commencer à vivre avec des personnes. Et ce, différemment. Souvent, il y a une consonante écologique, une manière de manger différemment, de se transporter différemment, etc., etc. Mais voilà, vie collective, ça revêt tout ça, un gros paquet. Ensuite, dans la partie fréquente, on a des renoncements qui continuent à se mettre en place. Donc, on peut arrêter la viande, on peut arrêter certaines relations, on peut arrêter certaines activités plus fortement. Et on a une expérimentation de la vie communautaire, soit grâce à cette vie collective dont on parlait juste avant, ou par un engagement associatif. Les deux sont possibles. Et l'apprentissage par les pairs, ici, il est encore présent. L'apprentissage par les pairs, je m'y arrête un tout petit peu parce que ce n'est pas forcément le plus explicite. Ça veut dire que une ou plusieurs personnes, plus ou moins comme vous, donc d'où le pair, plus ou moins comme vous a appris des choses importantes.
Donc, ça peut être un ancien camarade de classe, ça peut être une personne de votre quartier, ça peut être votre cousine, ça peut être votre conjoint. Quelqu'un de proche ou de pas trop différent vous a appris quelque chose de très important. Je vais passer rapidement sur la partie des effets. Qu'est-ce qui se passe dans la vie des personnes à ce stade? On a un effet boule de neige. Donc, l'effet boule de neige, c'est on veut avoir un impact au-delà de nous-mêmes et au-delà de notre cercle proche, donc d'amis, de famille ou de boulot. Et donc, c'est là que se met en place aussi l'esprit entreprenant. On veut faire quelque chose. Ça peut être quelque chose de petit niveau, comme créer une petite communauté locale, associative ou de quartier, comme carrément créer une entreprise hyper engagée. On a aussi en effet, donc ça c'est un effet positif, mais on a aussi des effets tantôt positifs, tantôt négatifs. Le mélange pro-perso, il est omniprésent. Donc les personnes ne sont plus à porter un masque dans leur précédente vie, où il y avait donc l'engagement associatif, par exemple, et à côté le travail. On a un entremêlat des deux, de la vie sociale, amoureuse, professionnelle, chez beaucoup de personnes. Donc pour certaines personnes, c'est vécu comme positif, parce qu'on n'a plus à porter un masque, justement. Et pour certaines personnes, c'est vécu comme une difficulté, ou en tout cas un point d'attention à surveiller dans les années futures. On a une volonté de transmettre qui va de pair avec l'effet boule de neige. On ne veut plus apprendre juste pour nous, mais on veut diffuser des choses au-delà. On vit aussi beaucoup de joie, d'enthousiasme et d'alignement. Vous vous souvenez, au tout début, on vivait difficilement le besoin d'alignement et de sens. Là, on voit qu'on s'est aligné, on a changé nos comportements, notre sphère sociale a évolué et se passe plein de choses très positives. Et donc, ça passe, cette joie, elle passe par les relations soutenantes. On vit des relations, semble-t-il, beaucoup plus puissantes, sincères, réelles et profondes avec les individus qui les nourrissent. Ensuite, on a une évolution du rapport à l'argent qui se met en place. Donc, on repense nos besoins, donc les besoins mensuels, qu'est-ce qu'on veut faire avec notre argent, comment on veut le gagner, etc., etc. Le contribuable plus grand que soi, ça va de pair avec l'effet boule de neige. On a une évolution également du rapport au temps. Comment on utilise notre temps de vie par rapport à ces différents enjeux et comment on décide d'allouer notre énergie au service de différentes causes. Donc ça, c'est un questionnement et une mise en place extrêmement fréquente chez les personnes qu'on a interrogées. Ensuite, on a une certaine forme de radicalité, une vision systémique sur le monde. On n'est plus à penser que les 3, 4, 5 enjeux qu'on avait en tête, là, on s'ouvre encore plus à d'autres choses. Ça peut être assez vertigineux, mais pour beaucoup, ça construit aussi le socle intellectuel. Ça peut mener tout ça à une certaine forme de surmenage parce qu'on se rend bien compte qu'on ne va pas pouvoir tout adresser, que c'est très compliqué et qu'on fait face encore une fois à un vertige. Mais quand même, c'est contrebalancé grâce au fait qu'on ait beaucoup avancé dans notre vie, qu'on ait changé de cercle social, qu'on ait changé souvent d'environnement professionnel, qu'on fasse autre chose au quotidien. Donc on se sent mieux, on a plus confiance en soi et on se connaît mieux. Donc tout ça, c'est assez positif dans cette phase, mais on a quand même le surménage, le mélange pro-perso qui sont à considérer. Forcément, on est face à des enjeux très compliqués. Et 360. Donc, quelques verbatims qui illustrent ce qu'on vient d'évoquer. Ici, la connexion personnelle et intime, qui est une variable. C'est la forte connexion avec des gens et la mise en réseau qui apporte beaucoup de joie. Tout seul, ce n'est parfois pas suffisant, mais le faire à plusieurs et dans la joie, dans la reliance et savoir qu'on peut mutuellement s'encourager, j'ai vraiment l'impression que c'est ça l'élan le plus puissant. Très joli verbatim. Pour expérimenter, donc pour parler de la vie collective, c'est une effervescence impressionnante, sociale, culturelle. C'est un lieu où on expérimente énormément sur la vie collective, sur la démarche de sobriété au quotidien, vis-à-vis des flux du quotidien qu'on n'intériorise pas dans une vie classique, où on ne se pose pas ces questions-là. C'est aussi là, on voit un espace de prise de conscience, montée en compétences, être capable d'avoir des comportements pro-écologiques différents et aussi expérimenter une autre manière d'être aux autres. Le surmenage, on a dit qu'on n'avait pas que des aspects positifs. Quelqu'un en parle. Ça me fatigue et ça me stresse. J'ai mon tampon de patience qui commence à être bouffé. Donc forcément, quand je rentre à la maison, ce sont mes proches qui se prennent tout dans la gueule. Donc c'est pas cool. Ce n'est pas ça que j'ai envie de vivre. Je vois aussi des signaux que le corps me renvoie. Donc là, c'est super intéressant puisque ce verbatim-là, qui est vraiment issu d'une personne qui était vraiment dans cette phase-là de surengagement, qui avait passé déjà beaucoup de temps dans sa vie, beaucoup d'années à s'engager, à changer de mode de vie, à changer d'identité, on retrouve en fait un nouveau malaise, souvent.
on retrouve une nécessité de réajuster des choses et de rechanger. Donc, c'est là qu'on a essayé de modéliser ça de manière pas évidente avec ce que vous voyez, donc la spirale de fin. En fait, cette spirale pose la question, comment on fait pour atteindre une phase d'harmonisation, qui est un petit peu un objectif final dans l'engagement, et qui est peut-être aussi un fantasme pour beaucoup de monde. Il va falloir réajuster des choses. On va devoir faire en quelque sorte un nouveau deuil, puisqu'il y a eu un premier deuil entre la phase de malaise et le nouveau soi, où il a fallu descendre cette première colline, changer de lunettes, changer de regard, changer d'identité. Et bien là, on va se rendre compte qu'on ne peut pas changer le monde tout seul, malgré tous les efforts qu'on fait. On est dans une société qui avance à un rythme certain, souvent bien moins rapidement que le sien, que son propre rythme à soi. Et il faut lâcher prise. Voilà. Donc on va en parler là justement dans cette phase 5. Cette harmonisation, elle peut prendre du temps. Vous voyez la spirale, là, il y a deux bras sur ce modèle, mais parfois, ça peut durer très longtemps. Et on va en discuter justement avec vous à la fin. Est-ce qu'on peut vraiment en sortir? Cette phase d'harmonisation, c'est justement l'individu va réajuster, réaligner, chercher un nouvel état d'équilibre avec plus de sérénité dans son engagement. Donc là, ça mène au dernier passage clé, qui est la phase d'équilibre, en tout cas le point d'équilibre de fin. Et donc, pour ça, on a identifié quelques profils qui le touchaient du doigt, mais pas du tout la majorité. Beaucoup de profils identifiés sont dans cette recherche d'équilibre. On a quand même identifié des gens qui le touchaient du doigt et qui nous en ont parlé. Et voici les ingrédients qu'on trouve dans cette dernière phase d'harmonisation. On retrouve le fait de faire des compromis et de revenir sur potentiellement des renoncements partiels ou totaux qu'on a pu faire. Ça ne veut pas dire un retour en arrière complet, comme on a dit, mais c'est-à-dire faire des nouveaux compromis, adapter certains comportements, certains choix. Un ingrédient important pour que les personnes se sentent bien, c'est avoir de la reconnaissance de ses proches, ce qui rejoint les compromis parfois, notamment les compromis sociaux. On a dû arrêter certaines relations avant pour se sentir pleinement embarqué dans l'incarnation de notre identité, des relations avec les parents, avec la famille. Donc, c'est important de pouvoir relier ça dans cette phase d'équilibre, mais également, évidemment, du lâcher-prise, essayer d'enlever un petit peu le poids sur les épaules lorsqu'on veut changer le monde et se rendre compte qu'on ne peut pas changer le monde, mais plutôt essayer de changer du monde, changer des gens. On va en reparler. Connaissance de soi et sécurité financière. La sécurité financière redevient ici un élément important pour trouver l'équilibre dans l'engagement. Lorsqu'on s'est engagé, qu'on a incarné vraiment quelques mois, quelques années, parfois on se rend compte que le nouveau rapport à l'argent se confronte à la réalité aussi économique de la société dans laquelle on vit. Et donc, on va devoir faire des compromis pour retrouver une sécurité financière, certes avec moins de besoins, mais tout de même pour retrouver ça. Les effets qu'on retrouve dans cette dernière phase, c'est évidemment de la sérénité, de l'espoir, de nouveau de l'espoir, qui parfois s'est un petit peu éteint dans la phase d'incarnation, dans la phase de lutte, parfois de combat, du soin, de l'éco-anxiété, le fait de lâcher prise, de changer de regard, de faire certains compromis, apporte aussi un soin important. L'inspiration de l'entourage. On a souvent vu des gens qui passaient, comme on le voit à droite, d'une posture peut-être parfois un peu moralisatrice à une posture moins moralisatrice, plus dans l'écoute, plus dans l'entraide, dans le partage, dans l'acceptation. Ce qui n'empêche pas une forte lucidité et ce qui n'empêche pas une radicalité, ce qui mène souvent d'ailleurs à un engagement politique de la part des personnes, que ce soit au niveau national, mais plutôt souvent au niveau du territoire, avec un lien au territoire dans les projets, dans les nouveaux métiers, dans la manière de contribuer. Et on retrouve évidemment trouver sa place, faire ce qui est juste, comme un ingrédient important pour mobiliser les personnes sur ce chemin de l'équilibre, et comme un effet qu'on retrouve à la fin. Deux derniers verbatim sur le lâcher-prise, une personne qui nous a partagé. Toute ma vie, j'ai voulu parvenir, avoir une carrière, avoir des grades, avoir des trucs. Je suis encore parfois un petit peu là-dedans, parvenir à sauver le climat, sauver le vivant. En fait, c'est OK. Il n'y a peut-être plus besoin de parvenir, mais plutôt de vivre et de se battre dans la joie, en se contentant de ce qu'on a et des gens avec qui on est en profitant de la vie. Enfin, un autre verbatim. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus sereine avec la relation de mes actions et de mes agissements par rapport à ce sujet qui m'anime, de la place de l'humain dans l'écosystème global. Ça ne veut pas dire que je suis satisfaite de ce qui se passe non plus, mais mes propres agissements commencent à répondre pas mal à mes agitations et donc les apaisent. On voit vraiment des relations très matures à cette phase du modèle, des personnes qui ont beaucoup cheminé sur leur engagement et qui se connaissent beaucoup mieux. Est-ce que ça vous parle, cette dernière phase? Est-ce que des personnes sentent le toucher du doigt, cette phase d'équilibre? Alors peut-être on peut... Est-ce que les personnes qui se sentent déjà en équilibre peuvent mettre un pouce? Est-ce qu'on en a aujourd'hui qui se trouvent avoir atteint un état d'équilibre dans leur engagement? Et les personnes qui sont plutôt dans cette spirale peuvent mettre le petit bonhomme qui se pose des questions comme ça, comme Sandra vient de le mettre.
Euh, ok, ok. Ok, ça vous parle pas mal, cette phase de quête vers un équilibre, vers un état d'équilibre, qui est un sujet qu'on creuse encore. C'est un fil de recherche qu'on continue de tirer pour la suite, on pourra en discuter. On termine encore quelques informations et ensuite, il nous reste, je pense, un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure grand max. Et ensuite, on va pouvoir passer un moment d'échange et de retour. Donc, petite précision sur la lecture du modèle. Pour information, on va beaucoup plus loin dans le rapport complet qu'on a mis sur le site, qui est disponible en PDF directement sur notre site, où on montre justement quelques lunettes, quelques angles de lecture, quelques spécificités de lecture de ce modèle et du terrain. Il faut imaginer que là, on n'a pas mis d'axe sur le modèle de base pour qu'il reste une invitation à l'allégorie des collines et tout ce qu'on vous a raconté. Il faut aussi le lire comme ça. Donc évidemment, plus on va vers la droite du modèle, plus c'est une notion de temps qui est très subjective, qui dépend des gens, qui peut durer quelques mois, plusieurs années, plusieurs décennies. Et en vertical, c'est plutôt l'agentivité, le terme qui correspond le mieux aujourd'hui, qui pourrait s'appeler aussi la puissance d'agir. Donc c'est vraiment la propriété de l'individu à être sourd des actions et surtout à être conscient de ses effets et des impacts de ses actions sur le monde. Mais également sur soi, donc avec une connaissance de soi, une confiance en soi. Donc c'est un terme intéressant, l'agentivité, qui vient d'un terme anglais, que je vous invite à creuser si ça vous intéresse. Donc ce modèle s'inscrit dans cette lecture-là. Et enfin, on vous a dit qu'il n'y avait pas de retour en arrière, mais il y a quand même évidemment des choses cycliques qui se mettent en place. Évidemment, il y a les personnes qui ont passé le malaise, mais qui, dans cette phase de chute, de descente vers le réalisme et vers la phase de questionnement, ne sont pas équipés ou ont trop de choses à perdre dans ce qu'ils ont construit, dans le confort dans lequel ils vivent parfois, dans les croyances qui ont été construites. Donc, il y a trop de choses à perdre, c'est trop difficile, donc on active une phase de déni, on revient en arrière. Il y a également des personnes qui n'ont pas, au moment où ils ont pris conscience, ils sont passés dans le réalisme, et ils n'ont pas les ingrédients nécessaires pour vivre la phase d'exploration suffisamment fortement. Donc, dit autrement, ils n'ont pas le sac à dos suffisamment rempli ou l'équipe suffisamment présente pour les aider à passer ce dénivelé de la colline numéro 2 qui leur permet d'atteindre le nouveau soi. Et donc, ils retombent un petit peu en arrière. Ils peuvent rester bloqués dans la phase, dans la vallée là, de questionnement, de doute, de remise en question, qui peut être très souffrante. Ça peut durer assez longtemps. Donc, c'est vraiment important de s'assurer que les ingrédients soient là pour que les gens montent cette colline. Enfin, une fois qu'on a atteint le surengagement, on peut retomber en arrière aussi, puisque ça peut être parfois très difficile, très souffrant. On peut avoir des cas vraiment de burn-out, de dépression. Il y a des cas parfois qui sont difficiles. Ce n'est pas la majorité, mais ça arrive quand même parfois dans le terrain qu'on a vu. Et enfin, même si on a atteint l'équilibre, même si on le touche du doigt, les conditions géopolitiques, comme on peut voir en ce moment, les conditions de perte d'espoir dans l'avenir, de difficulté aussi à trouver sa place, à trouver une sécurité financière, font qu'on peut retomber aussi en arrière, soit pour se remettre en lutte. On a beaucoup vu aussi avec les conditions géopolitiques dans certains pays où on est passé, et la France aujourd'hui en fait partie aussi, soit puisqu'on a besoin de retrouver une stabilité financière pour pouvoir vivre, notamment si on a une famille, si on a des enfants. Donc l'équilibre n'est pas forcément facile à atteindre et ça peut nécessiter des boucles qui reviennent en arrière. Donc c'est un modèle qui n'est pas linéaire, qui ne doit pas être lu de manière linéaire, même si pour simplifier la lecture, on l'a proposé sur une trajectoire linéaire. En réalité, c'est un modèle qui est très cyclique et qui est très complexe et très nuancé. Trois points importants sur lesquels ce modèle peut nous aider à mettre l'accent dans notre action. Derrière, l'idée, c'est de pouvoir aussi transformer et utiliser ces analyses pour agir là où ça a de l'impact. Ce modèle et ce terrain nous aident à comprendre comment activer le malaise et comment faire en sorte que le malaise se passe bien et se passe vite pour rapidement entraîner une descente vers la deuxième colline. Mais ça nous permet aussi de comprendre un petit peu mieux le changement identitaire profond qui se passe dans la vie des gens pour atteindre ce nouveau soi, dès lors qu'il active vraiment un changement suffisamment profond pour qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Donc, comment s'assurer que les gens atteignent ce plateau? Comment mieux le comprendre? Comment aussi tirer le fil avec des nouveaux terrains pour aller vraiment comprendre ce que ça signifie, ce nouveau soi, et comment il s'active concrètement, psychologiquement. Mais une dernière étape et un dernier point, c'est l'équilibre. Comment l'atteindre? Comment y rester? Parce que c'est une autre question, une fois qu'on a compris comment l'atteindre, comment y rester sur le long terme? Est-ce que c'est possible? Si oui, quels sont les ingrédients? Comment obtenir des feedbacks, des retours d'expérience et des narratifs autour de ça? Donc, ça fait partie aussi des prochaines étapes pour nous. Qu'est-ce que vous pourriez retenir? C'est le moment de revenir à nous si vous étiez parti sur autre chose, ou de remettre votre attention de manière plus concernée. On a identifié quand même 10 ingrédients qu'on retrouve beaucoup et qui, on l'a vu et on le pense très sincèrement, peuvent être activés assez facilement et qui crantent la bascule des personnes, qui crantent la bascule ou l'engagement profond des personnes.
On a l'apprentissage par les pairs et vous pouvez aller voir dans le rapport complet si ça vous intéresse, si vous avez envie de voir comment activer tout ça. Donc ça, c'est la suite de nos travaux. On va proposer un nouveau rapport sur comment activer ces différentes variables, mais ça ne sera pas dans cette conf-là. Donc l'apprentissage par les pairs, la montée en compétences, vous avez toutes les définitions dans le rapport dispo, le temps libre, la vie collective, l'engagement associatif, une personne inspirante, faire partie d'une communauté, vivre et avoir un terrain d'expérimentation, avoir une certaine sécurité financière, ça ne veut pas dire forcément énormément, mais en tout cas de manière positionnelle et vis-à-vis de vos propres besoins. À ce moment-là, vous n'êtes pas en énorme galère financière. Et vous avez aussi un binôme qui vous aide à vous sentir bien mieux pour la suite de vos aventures. Donc ça, c'est hyper intéressant et vous pouvez faire déjà cette petite mécanique intellectuelle de savoir comment transformer ces ingrédients en des actions très concrètes dans votre vie, dans vos ateliers, dans vos formations, auprès de vos proches, dans votre vie professionnelle ou autre. Évidemment, il y a plein de choses à faire et nous, on vous proposera un format plus accompagné là-dessus par la suite. Et les 10 effets majeurs sur la vie des personnes qui vivent une bascule écologique forte. On passe par l'éco-anxiété, quoi qu'il advienne, on ne peut pas l'éviter, l'annuler, on peut en prendre soin, on peut l'expliquer, mais on va la vivre, quoi qu'on veuille et quoi qu'on fasse. Forcément, ça fait partie de la prise de conscience. On va vivre aussi des dissonances, ça fait travailler, ça ne crée pas forcément que des moments de plaisir du tout. On va expérimenter un besoin urgent, fort, prégnant d'alignement et de sens, ce qui met en mouvement aussi. On va vivre un changement de pensée, on va se voir évoluer, on va se voir changer, on va nous dire qu'on a changé. Il faut aussi y être préparé, et vous pouvez préparer les autres à ça aussi. Vous allez vouloir avoir un effet boule de neige, parfois très, très exubérant, très fort, vous mettre en branle, vous mettre en mouvement. Donc ça peut être très bien, mais ça peut amener aussi à une certaine forme de surengagement, vous vous souvenez. On va travailler son rapport à l'argent, on va vivre plus de joie et d'enthousiasme vis-à-vis de ce qu'on fait, grâce aux relations notamment soutenantes, à une réévaluation de nos besoins, moins de stress aussi peut-être vis-à-vis de l'argent, parce qu'on a repensé nos réels besoins. On va expérimenter davantage de liberté comparativement à avant, et on va avoir une vision plus systémique sur le monde qu'on n'avait a priori pas avant notre bascule. Donc les 10 effets les plus forts que l'on a pu observer, et donc je vous le rappelle, auxquels vous pouvez préparer les autres. Donc, on va commencer à descendre petit à petit là dans la conférence. Le gros des enseignements qu'on avait envie de vous partager vient de passer. Si vous avez envie d'aller plus loin, déjà, on peut continuer la conversation parce que là, on va rentrer par la suite dans un moment d'échange, questions-réponses avec vous. Qu'est-ce que vous aimeriez en faire? Quelles idées vous avez là-dessus? Des questions plus spécifiques sur différentes thématiques. On sera là pour ça. Et on va donc vous expliquer rapidement comment utiliser ces résultats, qu'est-ce que vous avez le droit de faire, qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui. Alors, vraiment en quelques minutes, puisque là, l'idée, c'est d'ouvrir un temps d'échange. Donc, c'est une licence qu'on a ouverte pour ce modèle. Donc, le modèle est en licence Creative Commons. Vous pouvez l'utiliser, le distribuer, le diffuser tel qu'il est présenté. Vous pouvez le retrouver sur notre site, sur le site cosmogonia.org. Uniquement à des fins qui sont non commerciales pour le moment, puisqu'on n'a pas encore, nous, de sécurité financière par rapport à ça. Donc, on a besoin de clarifier la manière dont il pourra nourrir des offres avant de pouvoir l'ouvrir complètement à des personnes qui pourraient les utiliser pour ça. Mais en tout cas, si vous souhaitez l'utiliser pour le présenter à vos familles, à vos potes, à des amis, à des collègues, à des personnes dans votre entourage, vous pouvez clairement l'utiliser pour ça. Ça peut être un très bon alibi, un très bon levier, un support inducteur pour parler de vous et pour parler des personnes autour de vous, pour vous situer, pour offrir une boussole. C'est vraiment l'idée de ce modèle. Il y aura une version dédiée aux organisations d'un atelier de différents formats qu'on est en train de co-construire et de finaliser pour les prochains mois. Donc, on pourra revenir vers vous, notamment au travers de la newsletter, si vous êtes inscrit sur le site, pour vous partager tout ça. C'est un projet de recherche qui est indépendant, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de financement ni de contrat avec quelconque institution ou institution pour ça. On est vraiment dans un projet qui a été porté de manière indépendante avec un lab qu'on a formé avec des enseignants-chercheurs. Donc, c'est important de comprendre ça pour comprendre aussi d'où il vient ce modèle et où est-ce qu'il peut aller. On a voulu faire de la recherche autrement, on vous en a parlé, donc ça en fait partie. On a créé une association qui pourra porter justement la diffusion pédagogique, bénévole et populaire de ce modèle. Donc, il y a différents formats qu'on est en train de préparer, notamment, on va en parler, mais des œuvres artistiques, des BD, des moments aussi
dans les territoires qui peuvent être très chouettes pour présenter ça, des pièces de théâtre ou autre. En tout cas, on peut imaginer plein de choses. Le laboratoire qui a vocation à poursuivre la recherche, mais cette fois-ci pas sur des fonds propres et autofinancés par une autre entreprise qu'on a tous les deux, mais financés par des fonds de région, des fonds européens, des mécènes. Et donc tout ça, ça sera géré par l'association. Ça sera plus nous en direct. En tout cas, on a vraiment des histoires, vous l'avez vu, et des narratifs vraiment importants à diffuser et qui montrent une autre facette de l'écologie, une autre facette du parcours d'engagement, qui montre la nuance et la puissance de ça. Donc, l'idée, c'est de pouvoir le diffuser dans le plus grand nombre possible de formats. Donc, si vous avez des idées, on pourra en discuter aussi. Et donc là-dessus, sur l'aspect à des fins non commerciales, c'est sûrement des types de licences auxquelles vous êtes habitués, vu une partie de l'audience qu'on a pu voir ce soir. Mais actuellement, on est en train de voir pour intégrer des briques de transformation basées sur ces résultats de recherche dans différents parcours de formation. Donc, c'est ça notre ambition avec les résultats de recherche, c'est d'en faire quelque chose d'actionnable, de très concret, qu'on puisse mettre entre les mains des personnes. Donc, dans la besace, ce qu'on a aujourd'hui, au-delà de cette conférence que vous avez vécue aujourd'hui, qui s'appelle justement le phénomène de bascule écologique, on a un atelier qu'on a finalisé il y a quelques mois et on en a déjà fait une dizaine, qui s'appelle 2 collines, 1000 chemins. Donc, il y a les prochaines dates sur le site si vous souhaitez aller faire l'atelier, qui est très complémentaire à la conférence, mais plutôt un moment où on va vous inviter à parcourir votre propre parcours d'engagement et bascule personnelle au travers des échanges, des interactions, des introspections. Et nous, on offre vraiment différents outils pour pouvoir supporter et accompagner ce moment-là. Donc, ce sont des moments assez touchants, les ateliers de collines 1000 chemins. Mais quand même basé sur les résultats de recherche. C'est un format qu'on a imaginé pour être capable de diffuser des enseignements de recherche un peu plus rudes à considérer, pour toucher plus de personnes, ou en tout cas différentes personnes, et leur faire écho, leur faire vivre en tout petit les types d'entretiens qu'on a pu vivre nous, et les comparer aux résultats de recherche. Donc, on a les résultats de recherche en petit format et avec d'autres personnes. C'est un format interactif. On a également des articles académiques, on vous en a parlé, c'est un projet de recherche qui a été designé et qui a été structuré de manière à pouvoir publier dans des revues académiques, à comité de lecture. Aujourd'hui, on a 2 articles qui ont été publiés et on est assez fiers et assez ravis de ça, puisque ça prend du temps de publier dans des revues. On a mis un peu plus de 2 ans pour pouvoir en publier 2. On en a deux autres en cours et on espère en publier davantage en recrutant aussi des nouveaux chercheurs et des nouvelles chercheuses dans l'équipe pour pouvoir publier sur nos données. Vous pouvez les retrouver sur notre site et on va vous les envoyer aussi dans un mail après cette formation, dans demain ou après-demain. Et on vous l'a dit aussi, des formats artistiques. J'en profite aussi pour dire que là, on n'a pas les compétences ni les fonds pour financer l'aspect mise à disposition de ces données de manière anonymisée pour qu'elles puissent servir massivement d'autres personnes. Mais ça fait partie des projets qu'on a dans la besace, qu'on aimerait entreprendre, mais qui seront sous réserve de possibilités de financement. L'idée, c'est de rendre ces données à tout le monde pour qu'on puisse prendre de meilleures décisions sur la base de ces résultats, mais ce de manière anonymisée, interactive et dynamique. Donc, pour terminer, si vous souhaitez contribuer au projet et nous donner un coup de main là-dessus, sur la diffusion, on va vous envoyer un formulaire post-conférence demain ou après-demain, où il y aura notamment un bouton pour remplir, il y aura un mail post-conférence avec différentes informations dont on vous a parlé, les articles, etc., les liens, mais surtout un formulaire où vous pourrez donner vos feedbacks, vos retours d'expérience, vos ressentis. Et il faut savoir que ça fera partie de la recherche également. Ce sont des données qu'on pourra utiliser pour nourrir la recherche. Donc, c'est super important pour nous que vous puissiez prendre le temps de le remplir, prendre 10 minutes dans votre semaine, la semaine prochaine ou ce week-end, pour pouvoir le remplir. Ça serait très aidant. Ensuite, bien sûr, si vous avez envie, il y a quelques personnes ici qui ont déjà goûté à cet atelier 2 collines 1000 chemins. Vous pouvez inviter des personnes autour de vous à l'expérimenter. Vous pouvez aussi en parler autour de vous, ça nous aiderait beaucoup parce vous l'avez peut-être compris, mais on n'est pas des férus des réseaux sociaux, on a plutôt tendance à s'en émanciper autant que possible, mais c'est très difficile aujourd'hui, je pense que vous vous en doutez. Donc on teste des canaux alternatifs, mais parmi les canaux alternatifs qui pourraient fonctionner, il y a vous. Donc si vous croyez à ce type de projet et que vous avez envie de soutenir, eh bien, simplement en parler, en faire une petite promo pour expliquer ce que vous avez vécu, ce que vous avez bien aimé, moins aimé, ce que ça vous a fait, est-ce que ça vous a fait réfléchir à la fin, ça nous aiderait bien. Ensuite, si vous avez envie d'utiliser les ressources, dites-nous. Nous, ça nous intéresserait de savoir dans quel contexte c'est utilisé, pourquoi vous les utilisez, quel est l'impact très concret de ce que nous, on vous propose, on produit et on met à disposition. C'est hyper important pour nous parce que sinon, on avance sans les radars. Ensuite, si vous avez des idées d'endroits, de festivals, d'événements, de conférences, d'associations, d'entreprises que ça pourrait
intéressés de nous faire intervenir sous ce format ou sous un autre format, n'hésitez pas. Et ça rejoint le dernier point, du coup, c'est de nous aider aussi à diffuser ça sous différents formats pour aussi nous aider à faire financer le projet qui aujourd'hui a été financé sur fonds propres depuis le début. Et à partir de 2026, on a l'obligation, on doit trouver des levées de financement. Donc, les interventions dans différents contextes peuvent nous aider aussi à nous rendre visibles et à pouvoir développer les formats qu'on est en train de finaliser. Et donc, voilà, on vous a un petit peu tout partagé. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Ah oui, juste là-dessus, il y a quelques dates d'ateliers et de conférences qui se dessinent pour les prochaines semaines à Nantes, à Bordeaux, à Paris, et d'autres en ligne, et d'autres encore à Paris, et à Bordeaux, à Nantes, à Strasbourg, à Grenoble, peut-être pour les prochains mois. Donc tout ça, c'est sur notre site et dans la newsletter qu'on envoie tous les 2-3 mois maintenant. C'est terminé. On a beaucoup parlé, on a beaucoup trop parlé peut-être. Et donc, on vous invite à partager vos questions, vos ressentis, et je vais également arrêter l'enregistrement à ce moment-là. Ah oui, voilà, venez à Strasbourg. Donc, parmi les choses qui peuvent aider aussi, c'est de nous aider sur de l'organisation, de la logistique pour faire en sorte